peut-être pas 100% sûr que numéro 6 devienne la marque, machin, etc., que c'est incroyable. Peut-être que je vais couler, c'est pas grave. Mais je me dis, en fait, si au moins j'ai pu permettre aux gens de découvrir de nouvelles matières, de faire attention aux compositions, parce qu'en vrai, je comprends la difficulté de pas acheter quelque chose de pas cher, etc., si ça plaît, etc. Si vous faites un craquage, faites-le bien. Juste au moins au niveau des matières. Si vraiment, ça fait... Pour cette personne, déjà, c'est long. Si ça fait déjà 1 mois que tu as résisté à pas acheter de vêtements et que tu craques et tu vas chez Zara, regarde au moins s'il y a tu vois, genre, si c'est pas du polyester, si c'est du... Il y en a maintenant, on voit, c'est du lyocell. Regarde juste au moins, achète du lin, du lyocell, un truc un peu meilleur pour ta planète. Déjà, ça serait top. Et après, t'as pas les moyens pareils pour acheter des belles marques, et achète pas de vêtements. C'est pas obligé de racheter tout le temps des vêtements. Et si tu veux vraiment, il y a Vinted, c'est génial Vinted. Même achète du Zara sur Vinted, ça coûte 5 balles et au moins le truc de Zara, il va pas se jeter, il va être réutilisé. Donc... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Dû me batailler pour me dire ok, je vais pas lâcher sur ça parce que je me suis engagée à vouloir faire du 100% responsable. Je vais pas me dire ok, personne ne vérifiera si mes zips sont bien ou pas. Normalement les gens posent pas de questions là-dessus, ça m'est encore jamais arrivé d'ailleurs, donc bon. Mais voilà, quand même je suis contente d'être allée au bout et de me dire même mes zips sont éco-responsables. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Pour ce 2e épisode de l'année, je tenais tout d'abord à vous remercier. Le podcast grandit de jour en jour et ça, c'est grâce à vous. En parallèle, on vous a concocté des nouveaux formats. Une newsletter qui sortira toutes les 2 semaines. Pour s'inscrire, c'est simple. Vous allez sur notre site internet emergence.co. Et sur notre compte Instagram, tous les vendredis soirs, vous retrouverez le focus de Léa. Elle va s'intéresser à un sujet lié à l'écologie en 4-5 stories, donc ça sortira tous les vendredis soirs et ça sera fait par Léa, ma cousine, qui a rejoint ce projet et qu'on est en train de former pour qu'elle fasse elle-même des podcasts. Donc bienvenue Léa. Et je voulais aussi remercier Gabriel, mon ami qui me soutient depuis le début de ce projet et qui m'a donné des idées. Donc merci à tous et à toutes et bon épisode. Bonjour Blanche, bienvenue dans Émergence. Bonjour, merci. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement ? Alors, je m'appelle Blanche Soniara, j'ai créé la marque numéro 6. Alors, j'ai 28 ans, j'ai fait une école de stylisme-modélisme de 3 ans, j'étais diplômée et après je suis partie plus du côté shooting. Donc j'étais dans l'organisation de shooting de mode de luxe. Donc je faisais tout ce qui était à côté, donc organiser les taxis, le catering, le lieu, etc. pour des marques de luxe comme Dior, Louis Vuitton et pour les magazines comme Vogue, etc. Enfin, je dis les plus connus comme ça parlera au plus de monde possible. Et comment j'en suis arrivée à numéro 6, c'est vrai, je me suis retrouvée en plein milieu. Voilà, j'ai travaillé. En fait, c'était toujours un rêve, depuis toujours, de créer une marque de vêtements. C'est pour ça que j'avais fait mes études là-dedans. Mais vu qu'il y avait quand même beaucoup de concurrence, vivant à Paris, je trouvais ça complètement stupide de lancer sa marque de vêtements aujourd'hui. Et puis surtout, j'ai un énorme côté éco-responsable qui me disait « mais ça va pas, tu vas pas participer à la 2e industrie la plus polluante au monde ». Et comment est arrivée la question ? En fait, en gros, je savais que c'était pas ça que je voulais faire, l'organisation de shooting. Je m'étais un peu perdue au fil du temps. Et donc, j'ai décidé de faire un gros break avec mon copain, qui lui aussi a besoin d'un break. On est parti 4 mois à la montagne, vivre dans un chalet. Donc on a fait un potager, on a élevé des poules. C'est un peu ressourcé, poser les bonnes questions. Et puis là, j'ai commencé à regarder... non pas que je voulais monter ma marque, hein, vraiment j'étais dans je redessine, je prends des photos, je m'amuse, je redécouvre un peu tout ça. Et en fait, j'ai trouvé pas mal de matières premières super intéressantes en regardant des sites internet, en découvrant des choses, et dont je crois que la première qui m'avait tapé à l'oreille, c'était un tissu en ortie, et je trouvais ça super intéressant et incroyable, et je me demandais pourquoi on n'en parlait pas plus souvent. Du coup, j'ai un peu creusé le truc et je me suis rendu compte que c'était pas la seule matière super intéressante, et voilà, ça c'est parti tout doucement.
par les matières. Et je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose à faire et peut-être de l'éducation aussi à donner là-dedans parce qu'on peut faire des vêtements autres qu'en polyester ou en coton. Et puis, il y a d'autres choses que Paris, en fait. Ces 4 mois aussi m'ont appris que Paris, c'est pas la norme. Et de créer une marque de vêtements, c'est possible. On doit juste s'adresser à d'autres personnes. Donc là, tu as commencé avec la matière. C'est un point important. Très important, ouais. Tu nous as parlé de cette matière. J'ai fait un petit tour sur ton site internet avant de venir. Bien. Je ne connaissais pas beaucoup des matières. C'était assez intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tout ce que tu proposes comme matière et d'où ça vient et comment derrière on fait un vêtement à partir d'une ortie en fait. Moi l'ortie, je fais mon purin d'ortie avec pour soigner mes tomates. Donc trop bien. Donc là ça me parle pas en fait, mais j'aimerais comprendre un petit peu comment ça se passe derrière. Alors il y a plein de choses. Je vais parler pendant super longtemps là. En plus de ça, il y a le tissu, mais il y a aussi mes fournitures qui sont éco-responsables. Donc j'essayais de faire de A à Z pour essayer d'éviter le greenwashing en disant j'ai un vêtement éco-responsable donc ma marque est éco-responsable. Non, quand on va chez numéro 6, faut que je rassure tout le monde, il n'y a rien qui est fait par hasard. Donc on va aller au plus simple. Déjà j'ai un bob en polyester recyclé, le jaune, je montre alors que l'auditeur ne va absolument pas voir. C'est un bob en polyester recyclé en phosphorure. Du coup ça c'est juste du plastique recyclé tout simplement. Polyester je le mets pas sur les vêtements parce que même si c'est recyclé, donc ce qui est très bien, ça reste une matière qui est pas bonne pour la peau parce que ça garde les odeurs, ça garde la transpiration. Enfin, on sait tous quand on porte une chemise en polyester que c'est l'enfer avec les auréoles qui vont jusqu'aux genoux. Du coup, j'ai pas voulu l'avoir dans les vêtements, même si c'est recyclé. Après, alors on va parler de l'ortie. Donc l'ortie, j'ai une chemise en ortie qui s'apparente un peu à du lin pour vous donner une image. C'est très fin, très transparent et en fait il faut savoir que cette matière a plus de 2000 ans. En fait ça s'appelle la rami. C'était un tissu qui était utilisé pour les kimonos de dessous, des sous-vêtements de kimono. Enfin oui, kimono de dessous au Japon. Et c'est juste quelque chose qu'on ressort aujourd'hui. On utilise la tige qui est très fibreuse, donc il n'y a pas de feuilles, donc ça ne pique pas, je rassure. C'est la tige qu'on peut en fait... alors je suis un peu mauvaise là. On l'extrait et on va la faire sécher et on va pouvoir filer avec ça. En fait, c'est un peu comme n'importe quelle matière, comme le coton, comme tout, comme la laine. C'est plein de petites fibres qu'on rassemble et avec ça on fait un fil et après les fils on les refile ensemble. Enfin, on les retorse ensemble et après on peut les emmener au métier à tisser. Voilà. Donc j'ai la rami qui est / l'ortie. J'ai du chanvre. Alors chanvre, je vais l'utiliser sur plusieurs façons. Pour mes pantalons, mon jean est en chanvre et pas en coton d'ailleurs. J'ai fait le choix d'avoir 0 coton dans ma collection parce que même un coton bio, ça demande autant d'eau pour être cultivé, donc 2500 litres d'eau pour un t-shirt, pour donner une idée. Je crois que c'est 27 000 pour un pull, donc ça demande énormément d'eau. Donc je voulais me prouver qu'il y avait d'autres solutions. Même pour un jean, parce que les jeans, les denim, on pense que au coton, alors que le chanvre est une super solution. Alors bon, aujourd'hui, c'est encore très peu de monde font ça. Là, j'ai trouvé un super entrepreneur qui est dans le sud de la France qui fait ça, qui s'appelle Vircocop, et qui font que cette matière-là. Avec eux, on a développé un autre tissu, mais totalement 100% chanvre. C'est juste que, on va dire, en gros, normalement, c'est tissé bleu, parce que le tram, ça va pas parler, de bleu à l'horizontale et blanc à la verticale. Et j'aurais demandé si c'était possible de tisser bleu sur l'horizontale et à la verticale également. Donc ça faisait un bleu sur bleu, donc beaucoup plus puissant. Donc on a développé ensemble ce nouveau tissu. Donc c'est super chouette de travailler avec des petits entrepreneurs, c'est qu'on peut faire des choses un peu sur mesure. Donc j'ai mon propre tissu. Voilà, donc ça c'est 100% chanvre. Le chanvre, il faut savoir que c'est génial pour la culture parce que rien que le champ de chanvre absorbe énormément de CO2, plus que n'importe quel champ. Donc c'est très très bon pour la terre et ça demande pas d'eau limite, donc c'est très peu demandeur et pas de pesticides. Donc c'est plus. Malheureusement la France contrôle beaucoup ça, donc pour le moment il y a peu de champs de chanvre en France. Mais ça arrive doucement. Je crois que les mentalités changent un peu parce que le chanvre, on l'associe beaucoup à autre chose. Bah oui. Malheureusement. Oui.
Parce que c'est un cousin, c'est pas vraiment... Alors en fait, oui, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'il y a juste... oui, en fait, tu peux contrôler le plan de champ. Faut pas qu'il fasse de tête, c'est ce qu'on fume. Donc, tu peux avoir des champs de chanvre avec cette super belle feuille, mais qui n'a pas de tête pour fumer. Voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme matière ? Oui, le chanvre, je l'utilise aussi en fausse fourrure avec le fameux bob qui marche bien, que j'ai aussi sur mes sacs, mes petites pochettes. J'ai aussi du tencel qui s'appelle aussi le lyocell. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais quand même expliquer, je pense qu'au cas où vous... J'ai lu, mais je ne connaissais pas du tout. Ça m'a perturbé. Alors, aujourd'hui, il y en a quand même pas mal. Je suis assez contente parce que j'en vois de plus en plus. Même, je ne sais plus il y a même un an, je crois, j'avais vu ça chez Another Stories. Ils mettent des chemises en lyocell et tout, donc je trouve ça cool, ça se vulgarise. On appelle ça la soie végétale. C'est ultra doux. Après l'interview, je vous ferai toucher. C'est très très agréable à porter, c'est très léger. Ça a plein de vertus super bien. Comparé au coton, ça respire énormément. Donc ça garde pas la transpiration, ça garde pas les odeurs, donc c'est très très agréable. Et alors comment c'est créé ? Aujourd'hui, c'est la matière la plus éco-responsable dans l'ordre des vêtements, des tissus, parce que en gros, c'est à base d'arbres. Généralement, c'est l'eucalyptus, mais ça peut être d'autres arbres, donc je vais dire arbres. On n'a pas besoin de déforester, on prend juste un morceau de l'écorce, de l'arbre, et c'est retravaillé en laboratoire. Et ils utilisent un solvant non toxique qui est réutilisé à 99,77%. Donc il y a très 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 peu de pertes. Et donc voilà, ni déforestation, tout est réutilisé, pratiquement tout est réutilisé. Donc c'est un truc 100% clean. Enfin 100%. Donc là, tu as ta matière. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des fournisseurs français qui ont ces matières-là, parce que ça a l'air d'être... Les fournisseurs sont français, monsieur. Je savais. Non, j'en ai aussi italien, donc je veux dire européen, et j'en ai un belge aussi, donc européen, mais essentiellement français. Ma fausse fourrure de chanvre est française, mon tencel est français, mon chanvre, le jean en chanvre est français, donc pratiquement tout est français. Non, ils sont bien. J'ai mis du temps à trouver parce que j'ai pas mal de choses qui font que c'est compliqué pour moi. Il y a des salons comme Première Vision que j'invite à voir pour les professionnels où c'est un rendez-vous professionnel où il y a tous les fournisseurs de tissus qui se rendent. Donc quand tu es une marque, tu vas là-bas pour te rendre compte, pour toucher, pour voir, etc. Et c'est plein de petites box et j'étais assez directe les premières fois où j'y suis allée parce que je me rendais compte que j'allais perdre beaucoup de temps. J'avais 2-3 questions, c'est est-ce que vous avez des matières éco-responsables, à part le coton? Parce que tout le temps les gens me redirigent vers du coton. C'est très compliqué de trouver un truc sans coton parce que même si on dit à part du coton, on va te proposer du lin mélangé à du coton, du chanvre mélangé à du coton. Avoir 0% de coton, c'est compliqué. Et deuxième question, c'est est-ce que vous avez un minimum de métrage? Parce que dans ce genre de salon, t'en as vite pour minimum 1000 mètres de tissu et moi 1000 mètres, j'ai pas besoin d'entourer mon immeuble. Je veux faire une petite collection. Je suis taille humaine. Donc ça, avec ces deux arguments-là, ça fait un gros tri. Parce que pour expliquer le métrage, en fait, c'est toi, tu voulais faire par exemple tes jeans dans ta matière, le chanvre, et eux, ils vont te dire, les fournisseurs, mais il faut que tu m'en achètes tant au minimum. Sauf que tu es une petite marque et tu peux pas te permettre d'avoir 200 jeans que peut-être que tu vas pas écouler. C'est là la problématique. Ouais, ça c'est une grosse problématique. Et puis j'ai pas les sous surtout pour produire 200 jeans. Moi déjà mon usine, j'ai un minimum de 50 pièces. Donc déjà ça m'engage à beaucoup pour moi. Actuellement, vu que je me suis lancée il y a 4 mois. Donc, forcément, ça fait beaucoup de stock. Et c'est la hantise de chaque créateur d'avoir trop de stock et pas de nouveautés. Du coup, les gens s'ennuient. Enfin bref, ça sera une autre question plus tard. Et du coup, oui, voilà, il me faut un petit métrage. Et oui, voilà, il me faut un petit métrage et de bonne qualité et traçable aussi. C'est ça qui est un peu compliqué. Pour revenir en matière, donc c'est vrai que j'ai pas encore fini ma liste, j'en ai tellement. Donc, on a... aussi de la viscose de bambou. Alors là, je sais pas si j'ai besoin d'expliquer le viscose de bambou. Le bambou, c'est des champs. Enfin, je pense que tout le monde a vu. Souvent, les bambous, c'est connu, ça pousse très très vite. C'est même pratiquement pas contrôlable tellement ça va vite. Du coup, c'est une culture qui est très simple, très facile. C'est très très doux aussi, super agréable. Je crois qu'il y en a pas mal qui maintenant qui l'utilisent
pour côté sport parce que ça respire énormément, pareil, ça retient pas de transpiration, c'est super doux, je vous ferai toucher tout à l'heure. Donc c'est assez génial comme matière, très fluide. Après, on a du coup la fausse fourrure de maïs aussi en verre. J'utilise le cuir d'ananas. Et puis voilà, après il y a les fournitures, on a tous mes zips sont en bouteilles plastiques recyclées. Même les braguettes de jean. Donc là, on avait la matière première pour faire ta veste, ton pantalon. Et là, le zip, c'est le zip qu'on va mettre sur la veste. Voilà, sur la braguette, sur les zips invisibles qui sont sur les jupes aussi sur le côté. Donc tout ça, ça va être en bouteille plastique recyclée. Ça, c'est cool. Je suis une des premières clientes parce qu'ils viennent de lancer ça. C'est YKK, la plus grande entreprise de zip. J'ai rencontré pas loin du canal Saint-Martin. Ils ont des représentants super cool qui m'ont fait découvrir cette... alors, c'est bien sûr, vu que j'étais une des premières à Paris, en tout cas. Enfin, j'étais la première à Paris. Ça a mis beaucoup de temps, beaucoup de retard. En plus, le Covid, bon, on s'en en parlera tout à l'heure. Mais bon, bref. J'ai eu beaucoup de retard sur la production, essentiellement à cause de ces zips, mais j'y tenais énormément et j'ai dû me batailler pour me dire ok, je vais pas lâcher sur ça parce que je me suis engagée à vouloir faire du 100% responsable. Je vais pas me dire ok, personne ne vérifiera si mes zips sont bien ou pas. Normalement, les gens posent pas de questions là-dessus. Et ça m'est encore jamais arrivé d'ailleurs, donc bon. Mais voilà, quand même, je suis contente d'être allée au bout et de me dire même mes zips sont éco-responsables. On a du coup aussi des boutons en caséine de lait. Alors, tous mes boutons sont en caséine de lait. Non, j'ai aussi des boutons en acétate de bois. Mais le caséine de lait, je trouve ça intéressant à parler parce qu'en fait, peu de gens connaissent, alors que c'est comme ça qu'on faisait les boutons avant. C'est juste qu'après après le choc pétrolier, on les a fait que en plastique. Mais du coup, c'est juste retour à avant. Et c'est fait juste à côté de Lyon, à Conzon-les-Monts-d'Or. Et du coup, le caséine de lait, pour donner un peu l'image de ce que c'est, vous avez tous, à mon avis, expérimenté ça une fois dans votre vie. Vous faites bouillir du lait dans une casserole, il y a une petite peau qui apparaît en haut, et ben c'est ça, c'est cette petite peau qui récupère. Voilà. Ils arrivent à faire des boutons avec un... Oui, c'est magique. Ouais. Après, pour le moment, les couleurs sont très neutres. Bon, ça, on peut pas aller dans des trucs incroyables. C'est pas du blanc, c'est un peu du blanc cassé, mais ça se voit. Enfin, moi, ça me choque pas. Je me suis dit, ça fait un peu limite couleur ivoire, donc c'est très joli. Bon, j'aime bien. Voilà. Après, la anse de ma banane, c'est du polyester recyclé. Voilà, je crois que j'ai fait toutes mes fournitures. Et donc là, tu as toutes tes fournitures. Donc, tu as différents fournisseurs français, si je comprends bien. Oui. Derrière, il faut faire le vêtement. Oui. Et donc, il y a cette étape de sourcing qui a l'air assez lourde. Donc, juste pour comprendre comment tu as fait, là, tu es allé au salon et tu as rencontré tous ces gens en posant les questions. C'était vraiment ça ton axe d'entrée pour trouver tous ces fournisseurs ? Ouais, c'est vraiment le salon. Alors, heureusement, je le connaissais parce que j'avais fait mes études avant là-dedans et du coup, c'était pas la première fois que j'y allais. Ça a été très long de se faire... En fait, c'est ça aussi, quand on est personne, c'est très compliqué de nous faire écouter, nous faire entendre, de rentrer dans les stands. Il y en a beaucoup qui rejettent encore, mais je trouve que maintenant, les mentalités changent un peu et les gens sont un peu plus ouverts aux petits créateurs. Mais ce qui n'était pas encore le cas. Je pense que si j'avais lancé il y a 5 ans, je me serais pris des gros vents plus que je n'ai déjà pris. Et puis d'ailleurs, c'est bien que ça soit direct, tant que j'ai un vent et que je me dis ok, tu sais quoi, tant mieux comme ça. Là, j'ai que des fournisseurs où je sais que je peux les appeler, on s'entend bien, c'est cool. Il y a cet ordre-là que j'aime bien de proximité, de me dire je connais les prénoms de chaque personne, c'est cool. Et j'ai l'impression quand même que cette industrie va un peu dans le bon sens. Là, on revient des matières assez naturelles, historiques, parce que même le chanvre, il me semble, j'ai déjà vu une carte de la France il y a des années, et il y avait plein de champs de chanvre à l'époque. C'était une matière déjà peu utilisée pour le textile, et on revient là-dedans. Est-ce que toi, tu ressens cette dynamique dans ce secteur qui d'habitude est plus basé en Asie, où on a un peu perdu notre savoir-faire, j'ai l'impression? Très très bonne question. C'est super intéressant comme chapitre. Oui, je le sens. C'est vrai que mais c'est encore très lent. Hein. Mais par exemple, il faut savoir que la France, bravo la France, on est le premier producteur de lin au monde. Donc on a vraiment, sur le planisphère, en fait, on est vraiment les terres les mieux pour le lin. Mais malheureusement, on n'a aucune usine qui le tisse en France. Donc ça, c'est un peu une connerie. On se dit, putain, c'est con, on a tout. Et on est incapable de faire le fil. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart du temps, parce qu'il y a plusieurs étapes aussi, il faut savoir pour le tissu. Donc tu as le champ.
Et après, donc on a notre beau champ de lin au milieu de la France. Il est envoyé parfois en Asie, enfin souvent en Asie, pour faire un fil. D'ailleurs, aussi pas mal en Inde. Bon, bref, on va dire Asie, Inde, Chine, Inde. On fait un fil. Après, super, on a des entreprises en France qui tissent. Et encore, non, pas pour le lin. Ils vont souvent en Belgique. En Belgique, il y a beaucoup d'usines à lin qui est top. Et après, ou l'usine le teint, ou il retourne dans un autre pays pour se faire teindre. Et après, il revient et tu peux faire un vêtement. Donc le Made in France, c'est très compliqué aujourd'hui. C'est très peu traçable de A à Z. Ça, c'est une autre étape. C'est pour ça que je me dis pas 100% Made in France. C'est pas un truc que je communique là-dessus parce que je trouve ça un peu bullshit. Parce que aujourd'hui, je peux pas savoir où est le champ de chaque fournisseur. Il y en a, je sais, et il y en a d'autres, c'est impossible. Pour mon cuir d'ananas, par exemple, je le sais, et il faut pas être con, c'est en Amérique du Sud. Enfin, on va pas faire cultiver des ananas en France. Il y a un moment où il faut avoir un minimum de logique aussi pour notre cher ami la Terre. Du coup, oui. D'ailleurs, ça, c'est super intéressant, le cuir d'ananas. Ils récupèrent les feuilles d'ananas qui, d'habitude, étaient jetées, brûlées ou mis dans un côté, parce que personne n'utilisait les feuilles d'ananas. Et c'est une femme qui a l'usine d'ananas qui a pensé à ça, qui a été super intelligente. Une femme, yes, qui fait sécher toutes ces feuilles et qui a réussi à tisser. Et donc, pour le moment, il n'y a qu'une seule matière, enfin, qu'une seule épaisseur, mais qui est super bien. Du coup, j'utilise celle-là. Et là, pour le coup, finalement, elle a moins voyagé que tous les autres tissus, finalement. Parce que, voilà, c'est Amérique du Sud. C'est venu en France. Et je les ai fait, mes accessoires, en France, à Paris. Donc, voilà, ça, au moins, ça n'a pas beaucoup bougé. Et il y a bientôt j'aimerais beaucoup utiliser le cuir de pomme, qui est très, très intéressant, qui vient d'Italie. C'est une entreprise qui récupère les trognons de pommes d'une autre usine de compote ou je sais plus trop quoi, enfin bref, je dis compote parce que c'est le plus imagé pour moi, mais voilà. Et donc ils récupèrent ces trognons et là pour le coup le cuir de pomme on peut faire toutes les épaisseurs et je trouve ça super intéressant. On peut vraiment imiter de l'agneau très fin ou du cerf très épais, donc on pourrait faire de la chaussure, du sac comme du vêtement, donc c'est super intéressant et j'ai hâte de pouvoir travailler ça. Et je me suis encore perdue dans les questions, c'est pas du tout ça que t'as posé comme question. C'est moi justement qui vais te guider. Non, c'était sur ce secteur. En effet, tu l'as dit, il est en train de se redynamiser en France, même s'il y a encore des limites, comme tu le dis. La chaîne de valeur d'un tissu, on pense que le tissu il arrive juste comme ça, mais en fait il y a plein d'étapes qui sont assez complexes et chacun son savoir-faire. C'était pour savoir, ça a l'air d'avancer en tout cas. Oui, ça avance. Parce que justement, j'avais lu un article comme quoi il y avait un tisseur qui allait bientôt se réinstaller dans le nord de la France pour tisser le lin. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ça fait moins d'intermédiaires. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Je crois qu'il y avait une pétition qui avait circulé sur Facebook, je l'avais signée, comme quoi ma voix a compté, votre voix compte. Non, c'est super, vraiment, je vois qu'il y a... Puis les gens, en fait, surtout, et c'est pas là que ça commence, en fait, c'est que s'il y a une demande, il y aura plus de choses qui seront faites, et je sens que plus je parle à des gens, plus les gens regardent et cherchent les petits créateurs et ne veulent plus s'habiller, ne veulent plus, essayent de ne plus s'habiller chez les grandes entreprises. Parce que c'est très tentant. Et ça, je les comprends. Ils sont toujours là à nous afficher toutes les nouvelles collections, tout le temps, pas cher. C'est terrible de résister à ça, alors que un article chez un joli créateur, ça sera pas en dessous de 150 €, quoi. Enfin, il y a des choses moins chères, mais quand même. Et là, tu abordes un sujet intéressant, c'est les nouveautés. Toi, comment tu as abordé ce sujet? Ça fait 4 mois, je ne sais pas si tu as plusieurs collections. Comment on aborde ce sujet dans une industrie où on nous pousse à la consommation tous les 6 mois? Je pense que c'est un des plus gros challenges dans les vêtements aujourd'hui. Ouais, ça c'est clair. Surtout qu'il faut savoir, dans la mode, on a vraiment ce truc de collection. Tu l'as dit même toi, tu l'as utilisé directement, le terme de collection. Et il y a un peu cette pression de absolument sortir une collection été, une collection hiver, etc. sans cesse. Et du coup, c'est marrant parce que j'étais partie là-dessus, sur ce truc-là. Faire 6 looks tous les 6 mois. Je voulais pas en faire beaucoup non plus. J'étais déjà dans cette réflexion de pas en faire trop. Mais aujourd'hui, je suis en train de me dire, en fait, c'est un peu stupide. J'ai encore énormément de stock parce que je viens de me lancer. Essentiellement pour ça, mais même pour plus tard, je pense que il faut arriver, c'est très compliqué, à se casser de ce schéma-là. Alors c'est très compliqué, on se dirait, non, tu fais ce que tu veux. Mais en fait, non, parce qu'il y a une espèce de ligne éditoriale. Le fait de faire un shooting, il faut que tu aies plusieurs looks, donc ça te coûte plus cher si t'as qu'un vêtement de temps en temps.
t'as ce côté aussi de la presse qui communique sur la collection a été, machin, etc. Donc si tu veux être paru dans Elle, dans Vogue, dans machin, si t'as aucune ligne éditoriale et t'arrives avec un vêtement par un vêtement, les gens ils te suivent plus. Enfin, c'est trop compliqué de communiquer sur toi. Même oui, voilà, je commence à travailler avec une relation presse. Elle-même, elle me dit, je sais pas comment je vais pouvoir te présenter si tu commences à partir dans des trucs comme ça. Mais je me dis que j'ai envie de me battre là-dessus parce que déjà, j'ai pas les fonds pour refaire une collection entière. Ça coûte extrêmement cher à développer et à produire. Du coup, je trouve ça pas intéressant. Mais par contre, je me dis, par contre, j'aimerais bien faire un petit top de nu pour cet été, super, en bambou, ce serait trop chouette et tout. Mais voilà, je veux juste faire ça et faire une petite prod et communiquer, tant pis, je ferai un shooting qui durera une demi-journée, donc ça me coûtera un peu moins cher, à la va-vite, etc., pour donner une image. Donc c'est tout réfléchir dans une autre façon, surtout que voilà, comme je l'expliquais au tout début, j'ai fait travailler 4-5 ans avant dans les shootings de luxe, donc j'avais vraiment l'image des collections, du shooting, comment ça se passe, de machin, et j'étais très cadrée là-dedans, j'ai fait des études là-dedans aussi, on t'apprend comment faire une collection qui a un sens, etc. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y a de moins en moins de sens à se prendre la tête à faire autant de production, surtout à mon niveau, quoi. Enfin, les gens ne m'attendent pas absolument à avoir une énorme collection de ma part. Puis, encore plus, en ce moment, vu que je commence, les gens connaissent même pas toute ma collection. Donc, je me dis, attends que les gens découvrent. Et puis, je vais en m'ajouter de temps en temps et me battre un peu sur les idées reçues et faire comme je peux pour communiquer. Et là, tu notes un point très intéressant, c'est que tu as fait des études dans cette industrie et j'ai l'impression que c'est un rouleau compresseur tous les 6 mois, tac, tac, tac. Comment on va sortir de cette vision qu'on t'impose et tout déconstruire et dire moi je vais créer mon propre chemin et essayer d'imposer ma vision et que ça soit comme ça. Comment on y arrive? J'ai l'impression que c'est assez complexe dans ce secteur-là. C'est très complexe. Alors après, j'ai l'avantage de pas être un énorme créateur, donc je peux faire un peu ce que je veux. Je pense que j'aurai plus de pression, plus ça ira, plus il y aura de pression. Mais enfin, alors je touche du bois quand même. Je m'emballe. Non, mais après, c'est vrai qu'il y a plein de petits créateurs sur Instagram, c'est génial, j'en découvre tous les jours, qui sont un peu dans cette démarche-là et qui communiquent vachement sur la slow fashion. Il y a un gros truc sur la slow fashion en essayant de vulgariser, d'expliquer, pourquoi c'est aussi cher, et 2, pourquoi, oui, il n'y aura pas de nouveautés tout le temps, et 3, pourquoi il n'y a pas de solde, parce que non, on ne peut pas faire de solde si on est honnête avec son client. Non, moi je suis super transparente, par exemple sur le fameux jean en chanvre, cette matière me coûte extrêmement cher, parce que ça les vaut, je vais pas accuser mon fournisseur dessus. Mais je me fais 5 € de marge sur ce pantalon qui coûte 250. Donc les gens, il faut qu'ils réalisent aussi que si je solde, en fait je perds totalement. Je suis pas encore une marque qui se fait pas encore, non, je voudrais jamais être ça, qui se fait 3,5 fois 3,5 par rapport à ce que ça lui a coûté, et du coup il peut se permettre de faire des moins 70%. Ce n'est pas mon cas, et du coup il y a un peu toutes ces mentalités là à changer, mais je vois plein de choses qui se passent sur Instagram et c'est chouette, et moi même quand je parle aux gens, j'essaie de vulgariser tout ça, que ce soit pour les matières et que ce soit aussi pour pourquoi c'est cher et pourquoi c'est bien. Il y a un vrai rôle d'éducation. Ouais. Et dans ta promo qui a grandi dans cette industrie, est-ce que tu es la seule à porter ce regard aujourd'hui, ou est-ce que tu constates que tes camarades de promo ont aussi ce regard neuf et qui veulent aller dans ce sens-là? Alors, c'est compliqué parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont lancés finalement, parce que c'est tellement compliqué. Alors, pour ceux qui se sont lancés, ça va être très triste. Il y en a pas qui ont réussi. Alors, il faut savoir que, pour ceux qui sont lancés, il y en a qui se sont lancés juste après l'école. Moi, j'ai pas, j'allais dire, fait cette erreur. C'est super méchant de leur part, de ma part, enfin pour eux. C'est juste que moi, je voulais connaître un peu le milieu et pas me lancer tout de suite. Et c'est vrai que sont connus à pas mal de choses que moi, j'ai eu la chance, vu que j'avais des contacts, etc., que je connaissais un petit peu. J'ai pas eu besoin de me heurter à ça. Mais oui, je vois que forcément, elles font celles qui se sont lancées à une époque, c'était des petites quantités aussi, c'était des petites choses. Et elles, je pense aussi, j'ai de la chance que Instagram, maintenant, ça marche super bien. Ça change tout parce qu'elles se sont lancées, il y a quoi,
il y a 6-7 ans, et s'il n'y avait pas cette facilité d'accès avec les gens et la beauté des images qui parlent beaucoup plus, du coup j'avoue, je peux pas beaucoup répondre à ta question parce que oui, je pense qu'ils ont ce souci-là parce qu'elles se sont lancées et quand de toute façon on fait à notre niveau, forcément c'est des petites quantités, donc forcément en plus elles alors voilà, la grosse différence c'est que elles cousaient tous leurs vêtements, ce que moi je ne fais pas. Je me suis enlevé cette charge-là. Trop de responsabilité, je suis trop difficile envers moi-même, je ne pourrais pas assumer de vendre ce que j'ai fait, j'ai cousu. Je suis trop minutieuse, je pense, enfin trop minutieuse, ça serait me jeter des fleurs. Non, je suis juste avec ma propre valeur, je ne couds pas assez bien pour les vendre, voilà. Et ça me permet en plus de rebondir sur le processus de production. On a un peu perdu. C'est vrai, on a perdu. On était sur la matière et les fournisseurs, et là ça me permet de rebondir parce que c'est pas le même fournisseur qui va te faire le fil, le tissage et ensuite tout ce qui est création du pantalon ou du vêtement. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Alors, peut-être que faire la petite genèse de comment se passe le processus de création jusqu'à l'usine. Donc en gros, moi je travaille avec un modéliste, Ludovic Winterstein, qui est super bien, donc je le conseille, avec qui dans son atelier on développe les produits. Faut se dire pour un vêtement, suivant la complexité, t'en as pour 2 à 4, 5 toiles. Alors ce que j'appelle toile, c'est brouillon du vêtement, c'est-à-dire que il va faire des vêtements dans un tissu qui n'est pas le bon tissu mais qui ressemble, qui est moins cher. Donc on fait des modifications, on fait un premier essayage, je dis voilà, je l'imaginais plus comme ça, bretelle plus comme ça, là il y a trop d'embus, enfin trop de volume, etc. On réduit à droite à gauche. Bon, l'avantage, c'est que vu que j'ai fait des études là-dedans, j'arrive à communiquer avec lui assez facilement, donc on perd pas trop de temps là-dessus. On se comprend bien. Et voilà, donc une fois que le prototype toile est validé, on passe au vrai tissu pour voir si ça donne bien aussi dans le vrai tissu, ce qui est important. Donc voilà, il y a Patrick qui va coudre, qui me fait un super beau vêtement. Souvent, ça tombe bien parce que Ludovic a fait bien son boulot avant. À partir de là, je rencontre mon usine pour les vêtements. Là, je parle pour les vêtements, je parlerai des accessoires après, qui a un bureau à Paris, mais qui produit en Pologne. Donc eux, je leur montre le vêtement, on fait un rendez-vous, on regarde tous les détails, tout. Ah, t'as fait tel type d'ourlet. Ah, la finition, je leur ai fait 1,5, machin. On regarde tout, on scanne tout de A à Z. On fait une belle fiche technique. Ils envoient mon prototype à l'usine avec cette fiche technique. De là, ils font une tête de série, ce qu'on appelle une tête de série. C'est eux, ils en produisent un seul. Ils me le montrent. Je valide ou non, suivant ce qu'ils m'ont fait. Bref, là, à partir du moment où j'ai validé, j'envoie toutes mes matières là-bas, tous mes tissus, tous mes machins, fois 50, puisque j'ai besoin de 50. J'ai oublié une étape qui est importante aussi, la gradation, on sous-estime cette première type de gradation. La gradation, ce que c'est en gros, mon vêtement, je l'ai fait sur un mannequin qui fait un 36. On appelle ça un mannequin cabine, qui fait un parfait 36. Enfin, ce qui sera mon parfait 36, en tout cas pour moi. Le tour de poitrine, tour de hanche, tour de bassin, etc. C'est un 36. Et à partir de là, on dit, bon, ok, donc ça, c'est un 36. Mon modéliste va graduer toutes les tailles à partir de là. Donc c'est 1,5 vers les hanches, 1 vers la taille, enfin bref. Donc il y a tout un petit calcul comme ça. Donc, et là, ma complicité, c'est j'ai le droit donc à 50 pièces à mon usine. Combien je fais de 36, combien je fais de 40, combien je fais de 42, est-ce que je vais jusqu'au 44, est-ce que je fais du 34, voilà. Parce que plus tu t'éparpilles, plus ça coûte cher. Non, c'est surtout que tu sais pas si tu vas les vendre, quoi. Si tu fais du 44 et qu'en fait t'as aucune clientèle qui fait du 44, ou que tu fais du 34 et en fait t'as personne qui achète du 34, il faut toujours faire du milieu. Ça, c'est sûr que la valeur sûre, ça va être du 36 au 42. Après, c'est un choix. Et c'est très compliqué quand on est une petite marque de faire des tailles qui sont moins dans la norme. Mais d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai eu faux parce que, par exemple, là, j'ai pas fait de 34. Et en fait, c'est juste parce que je suis grande et je pense pas aux petites. Et les petites, elles font souvent du 34 quand elles sont minces parce que, bref, ça, c'est question de taille. Alors que moi, j'ai dans ma tête un 34, c'est quelqu'un de très maigre et c'était pas possible. Et en fait, non,
C'est juste une autre perception blanche. Enfin, bref, donc c'est des choses comme ça qu'il faut apprendre. Donc répartition de taille est très compliqué. Donc une fois que j'ai validé tout ça, on envoie à l'usine et elle met le produit. Donc pourquoi j'ai pris la Pologne ? Parce que ça, les gens vont me poser la question. Parce que comme je disais, je suis très difficile sur la finition. Et c'est très compliqué de trouver des usines qui font des petites quantités. Donc petites quantités en France, c'est très compliqué. Et pour ceux que j'avais trouvés, les finitions, ça allait pas. Pour ceux qui font la couture, par exemple, les chemises, ils faisaient pas de pied de colle. Et je trouve ça scandaleux quand on donne une chemise sans pied de colle. Bref, j'ai trouvé cette usine super, avec des gens qui géraient depuis la France, donc super pratique, super efficace. Les finitions sont magnifiques, donc voilà. Donc pour le moment, c'est en Pologne. Ça reste Europe. J'espère un jour le faire en France. Mais d'ailleurs, pour les accessoires, donc ça me permet de faire le pont, les accessoires, par contre, sont faits ou à Paris ou en Bretagne. Tout ce qui est cuir de Nasque, donc ce que je disais, les pochettes, la banane et tout, ça c'est fait à Paris. Du coup, dans l'atelier, d'ailleurs, c'est dans l'atelier de Winterstan, c'est Patrick qui le fait. Et pour tout le reste, tout ce qui est fausse fourrure, donc ça, c'était très compliqué aussi de trouver quelqu'un qui veut bien travailler la fausse fourrure, parce que il y a les fourreurs qui travaillent la vraie fourrure, ne veulent pas travailler ton truc qui est faux. Et par contre, les usines qui font du textile, ils disent non, les poils c'est trop compliqué parce que ça se coince dans la couture, machin, etc. C'est un truc qu'il faut reprendre, machin, à la main, donc ou écarter avant la couture, enfin bref, ou raser avant la couture, enfin bref. Donc ça a été très compliqué de trouver quelqu'un qui voulait bien faire de ma fausse fourrure. J'ai trouvé ma petite perle rare qui est super, qui est en Bretagne en plus, donc c'était tout bénef, une petite usine super sympa. Voilà. Et voilà, je crois que j'ai à peu près répondu à tout, mais il nous reste la distribution après. Donc, la distribution, ouais. On a abordé un peu le sujet parce que tu l'as dit, tu es sur des petites séries, les marges sont pas énormes parce que tu es une petite marque aujourd'hui, parce que tu as des petits volumes. Tout petit. Et plus ils vont grandir, forcément, plus tu arriveras à vivre, je pense, de ça correctement. Et, je ne vis pas de ça encore. Je tiens à préciser au cas où. Et justement, derrière, comment tu vas vendre sans être, on va dire, reconnu encore aujourd'hui. T'as fait 4 mois. Comment ça se passe derrière les coulisses. Ouais, comment ça se passe derrière pour que ça puisse marcher et que, de toute façon, tu es dans une démarche où j'ai l'impression que c'est pas statique. Si un jour, comme tu as dit, tu peux produire en France, ça veut dire que tu auras peut-être plus de volume. Donc, c'est un éternel avancement et c'est que le début, en fait, aujourd'hui. J'espère ce que tu dis. Écoute-moi, petit John. Alors, John, c'est... Bon, bref, John Lennon. Bref, oui, j'espère que ça grandira. Alors, la distribution, le chapitre distribution. Alors, comme je disais, Instagram, énormément, enfin, très, très important à mon niveau. Les influenceuses marchent énormément. Marchent énormément. J'avoue que j'ai eu un truc incroyable qui m'est arrivé. Si jamais elle m'écoute, je la remercie 1 million de fois. En gros, un jour, j'ai eu une commande... d'une colline, je savais pas qui c'était. Bref, je fais mon colis comme je fais à chaque fois, avec mon carton éco-responsable, mon papier de soie recyclé, j'ai mis ma petite illustration, et voilà. Et bref, 2-3 jours plus tard, j'ai une notification, quelqu'un m'a identifié sur une photo, super. Puis là, je commence à voir plein de followers qui arrivent, je me dis, qu'est-ce que ce bordel ? Et en fait, cette fameuse colline avait 370 000 followers. C'était une influenceuse. Je n'étais absolument pas au courant, donc je ne l'ai pas payée. Elle m'a payée. Et encore aujourd'hui, elle porte tout le temps mon bob. Donc elle m'a fait une com énorme. Je pense que j'ai gagné 600 followers grâce à elle en tout. Elle a parlé de moi dans une vidéo YouTube aussi de cadeaux qu'il faut absolument offrir. Je ne lui ai jamais parlé de ma vie à cette fille. C'est vraiment genre mon ange gardien. Incroyable. Du coup, j'étais en rupture de stock plein de fois de ce bob. J'ai essayé de chaque fois en refaire et chaque fois en rupture de stock dans les préventes. Ça arrivait même pas que c'était déjà vendu. Donc, ce qui arrive encore aujourd'hui, là, j'en ai plus que 2 qui sont pas vendus alors que je les ai pas encore reçus. Donc, elle, incroyable. C'est mon ange. J'ai essayé plein de fois de lui envoyer des mails, mais je pense qu'elle doit être sous l'eau devant toutes les demandes, parce que d'ailleurs, elle le dit souvent en story qu'elle a trop de demandes, donc elle peut pas répondre à tout. Et du coup, je me dis, jamais je pourrais la remercier comme il se doit, mais voilà. Donc si tu m'entends, Colline, je t'adore. Et sinon, normalement, oui, on fait des partenariats, on offre ou on prête, plus on rémunère ou pas les influenceuses, donc ça marche bien. Après, il y a les pop-up stores
que j'ai commencé à faire. J'en ai fait un pour Noël. Après, merci le Covid, j'en ai pas fait énormément. Qui permet aux gens de pouvoir voir les vêtements, les essayer. Alors ça, c'est marrant parce que la différence sur Instagram, ça me fait énormément vendre des accessoires, alors que les pop-up stores, les événements, c'est les vêtements. Parce qu'une fois que les gens essaient mes vêtements, ils se rendent compte que c'est doux, c'est incroyable. Ça vous fait un boule incroyable, ça je le dis pour les filles, les pantalons. Ça fait un boule incroyable. La jupe aussi. Bref. Du coup, quand on enfile, souvent ce que je dis, c'est enfiler, on part avec. Ouais, c'est l'adopter. Je cherche le truc. Essayer, c'est l'adopter. Voilà. Mais oui, je comprends. Par contre, acheter sur Internet quand t'as jamais vu la marque et tout, c'est très compliqué. Là, je vais en faire un à Lyon, fin janvier. J'ai bientôt communiqué sur Instagram. Pour le moment, je l'ai pas encore fait. Parce que je suis toujours en me disant, ouais, mais si on s'est reconfiné, je l'attends le truc. Parce que la dernière fois, j'avais un peu communiqué, bam, reconfinement. Enfin bref, je le connais ce truc-là. J'ai aussi, là, en plus, ça a fermé hier, mais normalement, ça va revenir, donc je vais le redire. Je suis dans un showroom à l'Hôtel Normandie. Donc en fait, en gros, cet hôtel est génial. C'est un peu un concept. Il y a pas mal de suites où t'as des restaurants, t'as un barbier, t'as un coiffeur. Et t'as aussi une suite avec 20 créateurs, dont moi, qu'on se partage, qui est super sympa. Ils ont tout retapé, donc il y a même un petit frigo, on peut se servir à boire, machin. Donc les gens peuvent passer comme ils veulent et pouvoir essayer les vêtements, les voir en vrai, les toucher, passer un moment sympa. Alors, je suis pas tout le temps, mais il y a toujours quelqu'un donc pour vous accueillir et tout. Donc ça c'est top, ça permet aux gens de voir. C'est aussi un click and collect, donc ça c'est sympa aussi pour les gens qui habitent à Paris, ils peuvent retirer là-bas leur colis. Et voilà. Quel autre non, je crois que j'ai fait tous mes supports. C'est déjà pas mal. D'un point important, c'est la prévente. Aujourd'hui, il y a une gestion des stocks qui est hyper importante dans cette industrie. Il y a beaucoup de gens qui jettent des fins de production. Toi, tu essayes aussi de faire attention à ça pour assurer d'écouler les stocks. Ça se passe comment à ce niveau ? Alors, j'avoue que je commence à peine, donc j'ai avoir du mal à te répondre là-dessus. Je pense que la problématique va se poser d'ici un an, quand j'aurai toujours ma collection, c'est sûr. Je vais pas arriver à tout vendre. Et après, c'est vrai que c'est un truc... les préventes, moi, ça marchait pour les bobs parce que j'avais encore de la matière première. Ce qu'il faut savoir, sinon, ça prend beaucoup plus de temps. Là, ça me prend 1 mois et demi à être produit parce que j'ai déjà la matière. Mais si j'avais pas la matière, il faut faire produire la matière. Du coup, il faut compter 2 mois pour la production de la matière, plus de 1 mois et demi, 2 mois pour la production à l'usine. Donc, ça fait 4 mois. Est-ce que les gens attendent 4 mois ? En plus, tu lances les préventes et t'attends de savoir combien. Donc, t'attends quoi ? 1 mois ? Donc, quelqu'un qui a commandé il y a 1 mois, il attend 5 mois pour avoir son truc. C'est chaud. Du coup, pour le moment, je me suis pas trop lancée là-dessus parce que je sais pas trop comment régler ce truc-là, où tu achètes vraiment la matière première et tu dis, bon, tant pis, ça marche pas, j'utiliserai cette matière-là pour un autre truc, je sais pas. Moi, j'ai eu beaucoup de chance que celui qui a beaucoup plu grâce à Colline, c'était le bob, c'était la matière où il me restait encore un rouleau énorme. Parce que là, le minimum, c'était 300 mètres, je sais plus. Et vu que les accessoires, c'est tout petit le métrage, j'étais un peu embêtée en disant, je vais pas faire non plus 1000 bob parce que je sais pas si ça va plaire. Donc, c'est pour ça que j'avais un peu décliné aussi en sac, en pochette, en me disant, je fais d'autres trucs avec cette fausse fourrure. Qui est vraiment cool, donc tant mieux, mais voilà. Et ouais, trop bien, Colline communique là-dessus. Et heureusement, elle n'a pas communiqué sur les autres, parce que les autres, j'avais pas de matière en réserve, donc j'aurais été vraiment dans la merde. Donc c'est trop bien qu'elle est tombée amoureuse du bob où j'avais la matière première. Donc yes. Donc ça y est, après, je l'ai renvoyé direct en Bretagne. Hop, tu retournes, tu me refais plein de bobs, c'est parti. Heureusement qu'elle est super cool. Ouais, donc ça, c'est une technique un peu compliquée. Donc je peux faire des préventes pour les matières que j'avais encore, mais pour le reste, non, pas encore. Non, c'est intéressant parce qu'on n'a pas du tout ce point de vue en tant que consommateur. On comprend pas les. Pourquoi ça met tant de temps, bordel. Pourquoi je vais acheter en prévente pour réduire les stocks, mais je comprends pas, je l'ai dans 4 mois. Mais c'est vrai que ça permet de voir que c'est ultra complexe derrière et qu'il y a plein d'intermédiaires. Ouais. Puis la teinture peut prendre du temps aussi. Alors moi d'ailleurs, ma teinture se faisait, je savais même pas que mon entreprise la faisait en Italie. Bon, ça c'est l'Italie. Mais du coup, c'était les premiers à être confinés, donc bam, ça a bloqué tout direct, moi. J'étais dans les premières à, ah bah non, stop. Voilà. Et ça me permet de rebondir sur l'avenir. C'est quoi l'avenir de ce projet ? J'entends bien que le but c'est que ce soit le plus local, j'ai l'impression, que c'est une réflexion qui va pas s'arrêter à cette première collection. Toi, comment tu vois les choses sur ce projet-là à l'avenir ? J'aime aussi beaucoup faire découvrir les matières aux gens. Je trouve ça super, en fait, ce côté éducatif. Je me dis, en fait, j'essaie d'être assez rationnel dans ça. C'est
ouais, je suis peut-être pas 100% sûre que numéro 6 devienne la marque, machin, etc., que c'est incroyable. Peut-être que je vais couler, c'est pas grave, mais je me dis, en fait, si au moins j'ai pu permettre aux gens de découvrir de nouvelles matières, de faire attention aux compositions, parce qu'en vrai, je comprends la difficulté de pas acheter quelque chose de pas cher, etc., si ça plaît, etc. Si vous faites un craquage, faites-le bien. Juste au moins niveau des matières. Si vraiment, ça fait... Pour cette personne, déjà, c'est long. Si ça fait déjà 1 mois que tu as résisté à pas acheter de vêtements et que tu craques et tu vas chez Zara, regarde au moins s'il y a tu vois, genre, si c'est pas du polyester, si c'est du... Il y en a maintenant, on voit, c'est du lyocell. Regarde juste au moins, achète du lin, du lyocell, un truc un peu meilleur pour ta planète. Déjà, ça serait top. Et après, t'as pas les moyens pareils pour acheter des belles marques, et achète pas de vêtements. C'est pas obligé de racheter tout le temps des vêtements. Et si tu veux vraiment, il y a Vinted, c'est génial Vinted. Même si tu achètes du Zara sur Vinted, ça coûte 5 balles, et au moins le truc de Zara, il va pas se jeter, il va être réutilisé. Donc il y a plein d'autres façons d'être éco-responsable, et c'est ça aussi que j'ai envie de communiquer avec numéro 6. Je comprends que mes vêtements sont chers. Même moi, actuellement, je peux pas me les payer. Enfin, tu vois, il faut vraiment, pour être honnête, je comprends totalement. Mais si j'ai pu communiquer et faire entendre à d'autres personnes et faire comprendre qu'il y a plein de choses, qu'on parle énormément d'écologie dans la nourriture, dans la cosmétique, ça on parle beaucoup aussi maintenant. Je trouve que dans les transports, mais on commence à peine à parler des vêtements, et il y a tellement de choses à dire. C'est quand même la deuxième industrie la plus polluante, mais on en parle moins parce que ça fait pas mal de business. Voilà, donc si vous pouvez regarder vos étiquettes, c'est déjà énorme. Et c'est ça que j'aurais passé comme message. Ouais, ils m'ont contacté pour être dans leur... Fashion aussi qui est pas mal, qui est... Ah, non, c'est ma faute, parce que j'ai un tableau Excel à remplir, tous ces trucs-là, pour ça, je leur fais waouh, chapeau. Ils ont un plein de critères à remplir, et je galère parce que je suis seule. En fait, il y a des trucs auxquels répondre, c'est un peu la politique de vos employés, le machin, etc. Et moi, ça va avec moi-même, mais et du coup, il faut quand même mettre des justificatifs. Et je dis, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais bon, je suis toute seule, donc... Voilà, il y a pas mal de choses où je mets un peu de temps à répondre, donc je suis toujours pas sur Clear Fashion parce que je suis une grosse merde, c'est pas leur faute, c'est ma faute. Voilà. Oui, normalement, ouais. Si je m'y mets à fond, c'est bon. Et justement, si tu devais donner un conseil aux gens, tu en as déjà donné plein là avec Vinted, et regarder les étiquettes, si tu avais un conseil ce que je disais, c'est vraiment... Après, il faut pas avoir aussi... je vais pas faire du lynchage. Genre, si vous portez du Zara, c'est pas grave. Surtout, ne jetez pas vos vêtements. Enfin, au contraire, ça serait... faut pas avoir honte, parce qu'il y a un jour, il y a une époque où vous avez jeté du Zara, et puis vous pouvez le revendre sur Vinted. Aussi, voilà, arrêtez de jeter les vêtements, revendre sur Vinted. S'il est vraiment en mauvais état et t'as vraiment honte de le mettre sur Vinted, ce que je peux comprendre, tu peux l'utiliser en torchon, en machin. Il y a plein de trucs, il y a du upcycling qui se fait de plus en plus là-dessus, qui est super intéressant. Bien sûr, il faut se renseigner, c'est un peu relou, mais oui, non, sinon les étiquettes, c'est méga important, et oui, utiliser racheter. Enfin, maintenant, je trouve que c'est un peu moins la honte d'acheter des trucs seconde main. Avant, c'était un peu ce truc. Maintenant, c'est un peu, waouh, t'as vu ce que j'ai déniché, vraiment pour pas cher en plus. Génial. Et puis, si on aime vraiment les trucs belles marques et tout, comment... Ah là, j'ai perdu le nom. Là où j'ai acheté mon manteau Prada en seconde main, j'ai oublié, je suis très nulle. Ça va m'en dire. Tous les magasins de... Non, oui, non, alors il y a ça, il y a les magasins, mais c'est une plateforme qui est très très bien pour ça, et qui vérifie si c'est une bonne marque et tout. Donc ça met super longtemps quand tu commandes dessus, ça met 2 mois à arriver. Enfin, super longtemps. Tout à l'heure, je disais 4 mois, les gens sont pas patients. Et moi, je dis, ouais, j'ai attendu 2 mois, c'était scandaleux. Non, parce que ça va sur la plateforme, ils vérifient que c'est vraiment une belle pièce et tout. Et du coup, moi, par exemple, j'ai acheté mon manteau Prada en laine et en cachemire. Donc, enfin, non. 100% laine d'ailleurs, non, 100% laine, donc un truc bien chaud, Prada pour 200 balles, donc, et 200 balles c'est le manteau chez Zara, hein, faut pas, maintenant Zara ça coûte 200 balles, hein. Donc vraiment il y a moyen de très bien s'habiller pour pas cher, et pour être éco-responsable. On arrive dans les 2 dernières questions. Quel livre ou ressources, ou même film, on a eu film il y a pas longtemps, conseillerais-tu à nos auditeurs et auditrices? Et la dernière qui en suivra, c'est qui aimerais-tu écouter dans ce podcast? Alors je sais que tu allais poser cette question parce que j'ai écouté tes podcasts quand même, mais en plus c'est con parce que je le savais et puis je me suis dit
Je sais pas. En fait, au niveau éco-responsable, c'est compliqué. Ça peut être quelque chose que t'aimes, hein. Je sais pas. Si c'est des modeux qui écoutent, Loïc Préjean, mais je pense qu'ils connaissent tous ces reportages YouTube, etc. Dans le milieu de la mode, qui est top, qui est un peu fun et qui voit plein de personnalités, que ce soit Olivier Roustin pour Balmain, comme Jacques Mus. Donc, non pas que j'aime beaucoup Balmain parce que c'est très bling bling, mais c'est toujours très intéressant de voir leur fonctionnement de pensée, etc. Et Jacques Mus, par contre, j'adore. Sinon, après les lectures, je lis beaucoup, mais je n'aurais pas des trucs qui vont être en rapport avec tout ce qu'on a dit, donc oui, c'est stupide. Non, il n'y a rien de stupide. Ce que tu as envie de partager, il n'y a pas de... Voilà, donc ça, c'est génial. Gaël Faye, Petit Pays. Petit Pays, alors c'est très 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 dur, hein. Super bien vendu, Blanche. C'est un truc assez fort, très très beau, qui m'a vraiment beaucoup touchée. Et sinon, quelque chose, enfin je vais dire plus léger, mais on m'avait critiqué comme si c'était pas vraiment très léger, mais un livre que j'adore, En attendant Beaujangle, on en a beaucoup entendu parler à une époque. Je pense que c'est vraiment mon bouquin préféré, qui est très léger, qui parle un peu plus d'une femme... on va dire un peu plus psychologique. Quelqu'un, en fait, on s'est jamais dit qu'elle a une double personnalité ou voilà, des choses comme ça. Mais c'est la vision de son fils. Et du coup, c'est beaucoup plus infantile et je trouve ça très touchant. Ce truc de maman, elle est comme ça, tu vois, elle est un peu dans l'air, voilà. Parfois, elle utilise tout le courrier comme un canapé. Voilà, c'est très léger, très simple. Et tu dis, c'est très mignon, même si c'est très grave ce qui est dit au fond. C'est très beau. Voilà. Et où c'est qu'on peut te retrouver ? Et oui, on peut me retrouver partout. Donc, à l'Hôtel Normandie, quand ça va rouvrir, parce que ça, je crois que c'est fermé pendant un mois. Sinon, sur les réseaux Instagram, c'est numéro 6. Alors, c'est numéro, le O, c'est un 0.6. Et sinon, sur mon site internet, numéro6.fr. Tout simplement. Ça, je suis contente parce que le nom de domaine n'était pas pris, donc c'est super simple. Numéro en toutes lettres, 6 le chiffre.fr. Mais merci Blanche et bon courage pour ton beau projet. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.